Ah d'accord, oui, je vois, excusez-moi. Tu vois ce que je veux dire? Hop, Donne-moi l'accès à l'écran et hop, Voilà, Pierre, je te fais la voilà, demande. super. Et est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon. Voilà, voilà. Alors, Caroline fera un point effectivement sur la signature électronique. La signature électronique, bah, toujours dans le droit fil de nos calculs du cycle de vie relative à l'empreinte carbone laissée par la chaîne complète de la démat, eh ben, il nous fallait effectivement zoomer sur la signature électronique. Donc, la signature électronique, c'est quelque part la note d'orgue qui permet effectivement de réaliser le full démat vraiment de bout en bout, quoi. Pourquoi? Parce que c'est effectivement le geste, hein, l'acte qui va permettre au document de rester électronique de bout en bout et de porter cette valeur en fait juridique intrinsèque à la fois dans le document lui-même, c'est-à-dire le PDF ou le Word ou l'Excel, enfin n'importe quel format, etc., avec son dossier de preuve, puisque effectivement il faut avoir le chaînage et la traçabilité qui permet de démontrer que le document est bien celui qui prétend être. Voilà, est signé par la personne qui prétend l'avoir signé et qui avait le droit de le faire. Voilà, hein, si on veut effectivement synthétiser ça. Alors, du coup, là, ce qu'on recommande, enfin, ce qu'on constate en fait, hein, c'est que entre le flux physique de référence, hein, c'est-à-dire, alors là, on est vraiment sur une mesure de l'empreinte carbone, toujours dans nos histoires de chaîne de la commande de facturation dans le privé et puis la chaîne comptable dans le public, hein. C'est toujours la même chose, hein, on fait nos mesures, hein. Et sur le papier, eh bien, là, on va mesurer effectivement l'acte on prend le stylo et on signe à la mano et on renvoie le document papier, etc., qui porte la signature physique, en fait, hein. Et si la mesure qui a été faite sur la démat de bout en bout, on n'a pas fait l'intermédiaire, mais on aurait pu le faire, mais bon, c'était plus compliqué. On a préféré effectivement faire la démat de bout en bout. Là, on est on n'est plus sur le stylo, hein, mais on a un stylo électronique qui s'appelle un parapheur et une signature électronique. Et au lieu effectivement de signer un peu comme on le souhaite, il va y avoir l'appel à des certificats, l'appel à des vérifications et des authentifications. Donc ça veut dire des accès serveurs, hein, des vérifications, des eurodatages, des constitutions de dossiers de preuves. Donc tout un ensemble en fait d'un numérique qui est vraiment très consommateur en fait de ressources machines, à contrario d'un stylo qui prend un papier. Donc, bon, le papier est très émissif. Le stylo, s'il est signé des centaines de fois, pas tellement. Mais néanmoins, bon, on est quand même sur 7 tonnes par rapport à nos 57 000 bons de commande, bons de livraison, etc. Donc là, on est là-dessus. Et de l'autre côté, on a véritablement un gain, mais comme vous le constatez, on n'est pas du tout sur les mêmes gains que au regard d'un stockage physique versus la GED ou versus le système d'archivage électronique. Donc du coup, on va se retrouver avec effectivement un système qui est assez émissif, hein, mais qui permet de faire des économies en matière d'empreinte carbone, hein. Et donc, au lieu d'avoir effectivement 7 tonnes, on descend à 6 tonnes 6. Et donc, on a, entre guillemets, que 64% de gains. Mais bon, ces gains s'accumulent avec effectivement les autres gains qu'on a faits. Donc, quand on reprend rétrospectivement, et Guillaume, je libère la parole, voilà. Globalement, on a d'une part les entrants qui nécessitent quand même beaucoup d'engagement et beaucoup d'émissions, parce qu'il faut transformer en fait les documents papier ou les documents entrants dans quelque chose qui sont des données qui peuvent être ensuite traitées, puis ensuite GED et archivage, etc. Et là, on a vraiment des gains énormes.
la signature, vous voyez, on a des gains très importants. 64%, c'est pas rien, mais on n'a pas autant de gains que effectivement GAD et archivage. Donc du coup, on se retrouve effectivement avec uniquement sur cette partie de signature électronique pour le privé et pour nos 57 000 transactions avec des clients, eh bien sur 130 arbres, ce qui n'est pas négligeable par rapport effectivement à un poids. Voilà, alors je rajoute juste, et je m'arrête là, on peut optimiser, y compris la signature électronique. Vous savez, vous avez l'information que selon les standards EIDAS, il y a des niveaux de signature différents, et ces niveaux de signature différents impliquent des émissions de gaz à effet de serre différents. Un cachet serveur simple, c'est quelque chose qui est peu émissif. Une signature qualifiée avec vérification de l'identification et du certificat, là, on est beaucoup plus émissif. Voilà, donc dedans, dans les différents niveaux de signature électronique, ça vaut le coup effectivement de se pencher sur le sujet. D'abord parce que ça va être moins émissif, hein, et puis ensuite, entre nous, c'est comme le disait notre cher ChatGPT, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire ça va vous faire économiser des budgets également sur la qualité, puisque le qualifié coûte beaucoup plus cher qu'un serveur, etc., etc. Voilà, je m'interromps là, Guillaume, sur le public. Est-ce que tu peux intervenir? Oui, tu as presque tout dit. Donc, on voit bien que public-privé, ça se ressemble énormément en termes de réduction ou de capacité de réduction. Je redis sur la signature électronique, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est effectivement un endroit de la chaîne de data. Je insiste sur les ruptures de chaîne de dématérialisation. C'est souvent là que s'effectuent des ruptures, ouais, parce que les personnes ne sont pas forcément équipées ou ne savent pas quel type de signature il faut utiliser. Donc effectivement, ça intervient de façon, voilà, ça peut avoir, ce qu'on mesure là, c'est on a l'impression que c'est pas énorme, mais en fait, si on n'en fait pas de la signature, ça peut effectivement, comme on l'a vu ce matin dans des systèmes hybrides, générer par contre une augmentation des émissions. Et puis, effectivement, Pierre l'a dit, le niveau de signature, il est très important. Et je rajouterais que le volume aussi est important. Si vous avez, effectivement, là, on est sur de la facture, donc avec des volumes assez importants, sur des autres types de documents. Les arrêtés RH, c'est aussi très important, en tout cas dans les collectivités. Donc, ça vaut le coup de mettre la signature électronique, enfin, en tout cas, de mettre un système, d'investir dans un système de signature électronique. Si vous avez peu de volume, enfin, si on diminue le volume, on va effectivement avoir des réductions beaucoup, voire même le papier, la signature manuelle va rester avantageuse par rapport, toujours en termes d'émissions, par rapport à la signature électronique. Donc le volume est quand même important. Donc une fois qu'on a mis en système de signature électronique, il faut vraiment l'utiliser, quoi. Et donc à mettre si on parle de connecteurs, des maths, effectivement, mettre tous les connecteurs en place de vos applications médiées susceptibles de générer du document assigné pour qu'ils soient capables d'envoyer ces documents directement dans un parapheur qui est chez vous ou en mode SaaS. Ça peut, à la limite, je crois que peu importe. Donc, bien choisir son niveau de signature et quand on a un système, si on décide d'y aller, l'utiliser au maximum. Voilà ce petit élément introductif. OK. On ouais, parle okay, alors, même si le bilan est mitigé, au niveau. Sauf s'il y a des questions sur la signature électronique. Il y a peut-être des questions sur la signature électronique. Est-ce qu'il y a des questions, Simon? Pas encore. Ah, c'est Fabien qui répond. Fabien, est-ce que tu peux me donner les droits pour faire partager un document, s'il te plaît? Tout de suite. Hop. Merci. Hop. Ça, je le baisse. Tu mets en diapo et tu peux passer directement à la slide 2. Voilà, passe direct à la slide suivante. Ok, super.
Merci Simon. Bon, alors j'ai bien compris que les gains étaient plutôt mitigés sur la signature électronique. Je suis désolée parce que c'est quand même le best-seller de l'équipement numérique aujourd'hui, hein, c'est clairement la signature électronique. Sa progression est quasiment exponentielle, en tout cas c'est une progression à 2 chiffres depuis les 2 dernières années. Donc on est véritablement sur une forte démocratisation de ses usages, de son rôle majeur dans le dispositif de dématérialisation des flux. Et l'analyse de cette croissance, bien sûr, c'est toujours basé sur des chiffres, comme je l'évoquais précédemment, qui sont issus des enquêtes qu'on fait annuellement sur la gouvernance de l'information numérique. Donc, ça nous permet de mesurer l'évolution. C'est un véritable baromètre, hein, et comme on a les chiffres depuis 10 ans, on peut se permettre de pointer là où ça augmente avec autant de dynamisme. Ce que l'on voit là clairement, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'axe qui se développe le plus. C'est la fonction qui est la plus attendue dans la majorité des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Alors, il reste quand même beaucoup de questions sur sa compréhension et sa mise en œuvre, ce qui explique aussi, et la remarque que faisait Pierre comme Guillaume sur la bonne adéquation entre le type de signature électronique et la portée du document qu'on va signer est important. Pourquoi? Parce que dans certains cas, on a tendance à vouloir partir quasiment sur tout avec de la signature qualifiée et qu'en fait, on a dans certains cas des documents qui sont de portée moins lourde et qu'une signature simple ou une signature avancée aurait largement suffi. On voit donc là qu'on a plus de 40%, plus de 50% pardon, de projets engagés ou prévus sur 2022-2023 sur le sujet signature, même si on est déjà à plus d'un tiers des entités répondantes qui sont déjà équipées, hein, plus de 35%. Et un peu comme on l'a évoqué précédemment dans d'autres cas, quand la signature électronique s'installe, elle embarque aussi d'autres aspects d'équipement, notamment, alors surtout pour le public, les fonctions de parapheur électronique qui sont des circuits de distribution liés à la recherche d'approbation et de validation de documents et qui permettent effectivement là aussi de supprimer tout un dispositif physique et matérialisé de parapheurs, de personnes qui vont aller distribuer, déposer dans les bureaux, puis revenir, etc., avec tous les délais d'attente, les risques de perte, et puis dans certains cas, des erreurs tout simplement, même d'aiguillage dans la distribution de ces mêmes documents assignés. Donc on est bien sur le best-seller, encore une fois, de l'équipement aujourd'hui au niveau des organisations, tant publiques que privées. On est sur un même niveau d'installation. Si tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît, Simon. Merci. Donc voilà, croissance, vous voyez, en 2014, c'était même pas un sujet. Ça n'existait pas. C'était tellement marginal que ça n'apparaissait pas, on va dire, dans les éléments de baromètre. Ça a commencé à se développer effectivement à partir de là. Et évidemment que les 3-4 dernières années, et surtout les 2 dernières années qui concernent la crise sanitaire, ça a accéléré l'implantation de la signature électronique. Ça a généralisé ces usages avec effectivement le risque en parallèle qui peut se développer d'avoir dans certains cas l'usage de signatures qui soit surqualifié par rapport à la réalité du besoin. Et Guillaume l'évoquait, hein, il y a certaines fonctions qui sont largement en train de rattraper des fonctions qui étaient jusque-là dédiées au marché public ou à la direction générale qui étaient déjà équipées, notamment dans le secteur des ressources humaines, où du fait de l'importance des documents contractuels ou engageants, qui peuvent jalonner toute la vie d'un salarié ou d'un agent dans la fonction publique, eh bien, c'est une fonction qui est en train de se développer fortement, avec là aussi beaucoup de questions sur le niveau de signature qu'il est utile d'avoir, de pouvoir positionner sur tel ou tel type de document. Alors, est-ce qu'on peut parler de généralisation? Pas encore. On n'en est pas là non plus. Hein, vous voyez d'ailleurs que dans les usages aujourd'hui de la signature, on a des fonctions dominantes qui sont toutes les fonctions qui génèrent des relations internes-externes avec des fournisseurs, avec des prestataires, avec des institutionnels, avec des contractants, qu'ils soient personnes morales ou personnes physiques. Donc tout ce qui est contrat marché, contrat fournisseur, on est effectivement
sur des fonctions qui, à l'échelle d'une organisation, est quasiment fortement équipée. Et effectivement, la fonction ressources humaines s'inscrit dans cette dynamique et permet effectivement d'avoir un usage de plus en plus important du recours à la signature électronique. En revanche, et ça c'est intéressant, c'est qu'est apparu dans ce baromètre une mention qui jusque-là était extrêmement réservée, qui consistait à dire tous les documents nécessitant un engagement dans notre organisation. Une notion un peu de transversalité à l'usage d'une signature électronique dans une organisation, avec effectivement le risque parfois d'une surutilisation pour signer des documents alors que une simple validation aurait largement suffi à permettre de donner l'approbation sur le contenu du document. Donc on a tendance encore à vouloir transférer en signature électronique une signature manuscrite qu'on utilisait, on va dire précédemment, pour ceux qui sont déjà en train de basculer sur l'électronique, pour à la fois terminer une intervention sur un document, approuver une information ou valider clairement un document engageant. Et donc, on embarque un peu toutes ces pratiques, tous ces usages, alors que justement, dans le contexte où on s'équipe en signature électronique, on devrait d'abord se réinterroger et véritablement mettre sous signature électronique ce qui est engageant et en revanche, tout ce qui est validation, approbation, terminer une action pourrait largement être soumis à une validation simple, voire une signature simple. Si on passe sur juste la slide d'après, Simon, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors là, peut-être qu'on va récupérer des gains qu'on avait un peu perdus ou qui étaient mitigés, si j'ai bien compris par rapport à ce que disaient Pierre et Guillaume au niveau de la signature électronique. Là où peut-être qu'on va se réinscrire, on va dire, dans un schéma un peu plus vertueux, un cycle en tous les cas plus vertueux de sobriété et de gains au niveau numérique, c'est que très souvent, l'usage d'une signature électronique, c'est un dispositif qui permet aussi d'intégrer au niveau dans les questions de stockage et de conservation des documents qui sont soumis à signature. La signature, oui, c'est un acte ponctuel, mais ses effets, eux, sont destinés à durer. Et c'est là où la question du stockage est fortement liée, évidemment, à l'usage que l'on a de la signature. Si c'est un stockage simple, dans le cadre d'une GED, pour des documents à consultation courante, ce sont des pièces de dossier et instructions, un accès facilité avec les profils. Mais, comme l'a dit, je crois, Pierre précédemment, la signature électronique, c'est aussi un dispositif de preuve. Et donc, je rappelle que selon la législation européenne, pour être recevable juridiquement en cas de contrôle, que ce soit un contrôle de l'administration ou un contrôle de contentieux, les documents électroniques doivent impérativement être archivés dans des conditions de nature à garantir leur intégrité. Et donc, une grande partie des documents dans une organisation qui sont susceptibles de constituer des preuves, justement en cas de contentieux, il convient de s'assurer qu'ils ne puissent pas être altérés, volontairement ou pas, qu'ils ne sont certainement pas rematérialisés après une signature électronique, parce que là, de toute façon, on a perdu complètement la valeur de preuve. Et il faut bien sûr les conserver dans ces conditions de pérennité pendant toute la durée de ces obligations même de conservation. Donc ça, c'est véritablement important et c'est cette notion de dossier de preuve et de traçabilité en cas de contentieux qui implique effectivement qu'un document est notamment contractuel et donc que l'on va avoir recours à des systèmes qui vont non seulement protéger le document signé, le process qui a été mis en place et le lien, on va dire, entre le document et la personne dont il émane, mais également le consentement donné par le signataire, le contrôle d'intégrité, l'algorithme qui a été utilisé, etc. Et là, on est face à des systèmes d'archivage électronique, de coffre-fort numérique aussi, qui sont beaucoup utilisés. Et ça revient effectivement à ce qui vous était présenté dans la keynote précédente, notamment autour de la GED et du système des SAE. Et on retrouve toute la logique et tout le besoin qu'il y a derrière une signature électronique d'embarquer effectivement ces conditions de conservation qui soient opérationnelles. On n'est donc plus dans un monde hybride, on ne refabrique pas du papier ni en amont de la signature, ni en aval pour des raisons de conservation. On reste dans un système numérique complet et effectivement, dans ces cas-là, on est véritablement dans un système
gagnant-gagnant, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, par rapport à l'usage de la signature. Si on peut passer juste à la dernière slide, voilà, donc quand on est en train d'interroger l'usage des signatures électroniques et que l'on en fait un élément central de la chaîne de confiance et de responsabilité, ce qui est souvent la façon dont on définit le rôle d'une signature électronique, des signatures électroniques au sein d'une organisation. Il faut s'interroger sur plein de choses. Vous avez ici des éléments assez classiques sur les niveaux de signature, ce qui a été évoqué, le modèle économique, évidemment, ce qui a été dit dans le sens où il faut savoir adapter le niveau de la signature en fonction du besoin de process qu'on a encadré et du type de document qui en découle, et évidemment le modèle économique qui va au regard des choix que l'on a à faire, puisque vous avez aujourd'hui, de par les différentes solutions qui existent de signature électronique, des flexibilités tarifaires qui sont tout à fait de l'ordre de la façon de pouvoir construire l'économie d'un tel modèle. Mais il y a une notion qu'il ne faut pas hésiter à intégrer lorsque l'on parle de chaîne de confiance et de responsabilité, qu'on parle de signature électronique, c'est cette notion de responsable. On fait partie du créneau de la responsabilité avec la signature électronique. D'abord parce qu'on automatise tout l'amont du processus de signature à base de workflow, à base de parapheurs électroniques notamment, et donc on limite des manipulations et de l'hybride tel qu'on l'évoquait précédemment. On apporte des réponses de traçabilité et de confidentialité qui permettent aussi de préserver la signature et encore une fois son dossier de preuve. Donc on est bien au cœur de la chaîne de confiance, et c'est souvent, et ça c'est nos expériences à nous d'assistants à maîtrise d'ouvrage qui permettons de le dire, c'est souvent, on va dire, le socle autour duquel on construit, on va dire, une organisation zéro papier, puisque ça reste une expression très utilisée aujourd'hui pour des organisations qui définissent de vouloir travailler dans un modèle tout numérique. La signature, c'est un point dur. Si on reste en signature manuscrite, on refabriquera plus ou moins à un moment donné du papier, et en plus on devra le conserver sous format papier. Si on arrive à intégrer et démocratiser l'usage en fonction des besoins, la signature dans son organisation, eh bien là on est réellement dans un système de tout numérique, on est sur du zéro papier avant, et évidemment en termes de conservation, et là effectivement on pourra estimer des gains plus importants que ceux d'un univers encore hybride. Voilà, rapidement pour repositionner clairement le rôle de la signature électronique, et encore une fois du succès qu'elle a aujourd'hui dans son implantation dans beaucoup d'organisations. Et je vous rends la parole. Très bien. Alors, j'arrête le partage d'écran. Est-ce qu'on a eu des questions entre-temps? Non, toujours pas. Toujours pas, très bien. Alors, en effet, comme l'a dit Caroline, on croise très souvent en fait les signatures électroniques dans les projets qu'on accompagne au niveau de CERDA Conseil, que ce soit par exemple des projets qui sont plutôt centrés autour de la GEC ou de la GED. Même si on entre par ce côté-là, très rapidement, on se retrouve en fait confronté à des problématiques de signature électronique. Et donc à ce moment-là, bien se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas déjà un autre projet sur ce sujet-là? Et s'il n'y a pas, comment est-ce qu'on peut l'implémenter dans la roadmap en fait, du projet, globalement? Très bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à la prochaine présentation qui va être réalisée par Monsieur Dévoré, qui est en fait le président de l'Ex-Persona. Monsieur Dévoré, est-ce que vous êtes prêt à intervenir dès maintenant? Voilà. On va. Bonjour. C'est parfait. Est-ce que vous m'entendez, vous me voyez correctement? Oui. C'est parfait, on vous voit, on vous entend. Parfait, super. Alors, je parole vais est à vous. partager. Est-ce que je peux partager mon écran pour voilà, montrer mon écran. Alors, est-ce que vous voyez l'écran de la présentation?
Alors, nous voyons en fait votre écran avec votre navigateur, écrit connecté à GoToWebinar. Ah oui. Alors, attendez, je vais voir si je peux sélectionner. Est-ce qu'il y a possibilité de sélectionner un écran particulier? Affichage de l'écran. Ah, voilà. Affichage de l'écran. Moniteur 2. Voilà, est-ce que là, vous voyez C'est le parfait. PowerPoint? C'est parfait. Parfait, très bien. Très bien. Bien, bonjour et merci de me recevoir. Donc, je suis François Devoret, donc je suis président et cofondateur de l'Expersona, donc éditeur de logiciels de signature électronique. Donc aujourd'hui, on va parler des rapports entre qu'entretient la signature électronique avec le monde papier et puis toutes ces questions justement on va dire d'écologie et de conservation et puis de sobriété numérique également. Donc, avant d'attaquer le sujet, je vais passer quelques minutes rapides pour vous présenter quand même l'Expersona, vous dire qui nous sommes. Donc, je dois juste trouver le moyen de faire fonctionner. Voilà. Donc voilà, donc nous sommes éditeurs de logiciels. Alors, nous sommes basés à proximité de Troyes dans l'Aube. Nous sommes donc une société française indépendante et indépendante de tout grand groupe. Nous sommes 40 personnes, dont 20 experts dans le domaine de la signature électronique. Nous avons des bureaux aussi à Paris et à Marrakech au Maroc, et avec pas mal de personnes aussi réparties sur le territoire français. Notre mission, notre vision de la signature électronique chez l'Expersona, c'est véritablement de proposer à nos clients une plateforme de signature électronique qui va leur permettre de développer et renforcer la confiance qu'ils vont entretenir avec leurs fournisseurs, leurs clients, leurs collaborateurs, leurs partenaires et même parfois leurs actionnaires. C'est véritablement notre positionnement. C'est donc une plateforme que nous proposons à nos clients en marque blanche et qui va permettre de personnaliser l'interface avec leurs clients. Également, donc, en termes de chiffres, nous avons donc un volume aujourd'hui d'environ 15 millions de signatures et de cachets par mois. C'est évidemment grâce à nos clients directs et indirects, sachant qu'on a de nombreux partenaires dans le domaine des collectivités, de la santé, qui donc déploient nos solutions chez beaucoup de leurs propres clients. Et enfin, donc, notre focus est vraiment sur la technologie. Nous avons un ADN technologique chez l'Expersona. Nous essayons de proposer à nos clients des solutions à l'état de l'art. Et puis, on essaye également de les conseiller, de conseiller nos clients en matière de compréhension des risques juridiques, techniques, fonctionnels également, liés au déploiement de la signature électronique. Voilà, de manière à trouver le juste équilibre en fait entre la sécurité juridique et puis bien la mise en place et le déploiement de solutions qui soient faciles à utiliser et faciles à intégrer aussi aux applications métiers. Et on conseille également nos clients par rapport aux aspects réglementaires, puisque finalement ce qui guide beaucoup le déploiement de la signature électronique, c'est quand même aussi les contraintes réglementaires qui peuvent exister dans différents domaines et dans différents domaines fonctionnels en particulier, que ce soit les marchés publics, que ce soit les contrats de travail, que ce soit les achats et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous avons une solution qui s'appelle Lex Enterprise, qui est une plateforme donc, de signature électronique, comme je le disais en introduction, et elle a une petite sœur qui s'appelle Lex Community, qui est une plateforme 100% gratuite que nous avons lancée début septembre 2022, qui est destinée essentiellement aux TPE, aux professions libérales, aux
aux indépendants, aux particuliers, associations, etc. Donc voilà, alors là on rentre dans le vif du sujet, c'est qu'aujourd'hui effectivement la signature électronique elle se développe beaucoup par le biais de plateformes de signature et ces plateformes ont un rôle voilà, très important par rapport justement à ce qu'on peut voir par rapport à la signature papier. J'ai essayé de matérialiser un petit peu les bénéfices et les avantages et inconvénients entre la signature papier et la signature électronique. Et c'est vrai qu'on ne le rappellera jamais assez, mais c'est vrai que la signature électronique eh bien, offre de réels bénéfices en termes d'efficacité, de rapidité de traitement, en termes d'économie sur les coûts papier, sur les dépenses inhérentes au papier, comme par exemple évidemment le transport du courrier, l'affranchissement, les retards éventuels et sans compter toute la dimension archivage, c'est-à-dire que quand vous avez du papier, il faut l'archiver et une fois que vous l'avez archivé, ben, il faut le classer et après il faut pouvoir y accéder. Et on a vu par exemple pendant le confinement les difficultés que pouvaient avoir les gens à accéder à des archives papier parce qu'ils ne pouvaient tout simplement plus accéder aux locaux de l'entreprise, donc ils ne pouvaient plus accéder aux dossiers dont ils pouvaient avoir besoin. Donc, on voit que ce genre de détails, en fait, quand on est confronté à la réalité, eh bien, ça peut vraiment avoir des conséquences importantes. Alors que dès lors qu'on est en mode signature électronique, eh bien, comme vous le savez, eh bien, en quelques clics de souris, on va recevoir un mail avec un lien, on va cliquer et on va pouvoir signer en quelques clics sur son PC, son Mac ou son smartphone. Donc, je pense que c'est important voilà, de rappeler ces points. On parle toujours voilà, d'économie, de rapidité, d'efficacité. Mais je pense que c'est vraiment important de mettre des cas d'usage très, très concrets là-dessus. Et je voudrais également développer un autre point qui m'est cher, c'est la notion de sobriété numérique. Parce que finalement, on peut faire de la signature électronique, mais on peut aussi faire de la signature électronique qui va être très consommatrice de moyens informatiques. Donc, l'informatique, c'est bien, mais il ne faut pas non plus abuser. Et c'est vrai que lorsqu'on fait de la signature électronique, eh bien, il faut quand même se garder d'utiliser à tout bout de champ des paraphes, des mentions qui n'ont absolument aucune valeur légale, finalement d'imprimer du papier pour le signer, pour ensuite le scanner et le numériser en haute résolution, ce qui va évidemment faire des très gros fichiers, qu'on va mettre en pièces jointes de mail, donc qui vont être extrêmement volumineux et qui vont mettre un temps fou à naviguer sur les réseaux et consommer beaucoup de bande passante, beaucoup de réseaux, sans parler de l'environnement de l'espace disque sur tous les ordinateurs qui vont être parcourus du début du parcours à la fin des destinataires et des gens qui vont devoir signer. Par opposition, justement, à une signature électronique, on va dire native, ce que Caroline n'a pas manqué de mettre en avant tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, l'utilisation de documents nativement électroniques. Ça peut, pour autant, on peut avoir des images, parce que voilà, ça va être nativement électronique, on ne va pas pouvoir évidemment avoir une apparence qui va mettre en avant tous les aspects voilà, importants. Et à noter que la signature électronique, ça peut être aussi la signature électronique de fichiers structurés, ce qui va être encore plus efficace parce que vous allez avoir à ce moment-là des données qui vont pouvoir bien parler à des programmes qui vont pouvoir être traités de manière automatique. Et donc, on va avoir encore davantage d'efficacité et encore davantage d'efficacité et d'économie en matière de temps de calcul, puisque au lieu d'avoir à océriser ou à décortiquer un PDF avec des informations dedans, et bien là, on va pouvoir directement accéder aux données dans ces fichiers structurés. Et on a des exemples aujourd'hui, bien sûr, avec des programmes comme celui d'EBIOS, par exemple, au niveau des collectivités territoriales. Et puis,
aussi, pourquoi j'ai mentionné les liens web? Eh bien, tout simplement parce que aujourd'hui, ce que va apporter justement une plateforme de signature électronique, c'est un lien dans un mail ou dans un SMS, et donc l'utilisateur va pouvoir cliquer directement et pouvoir signer en ligne au lieu de devoir détacher une pièce jointe, l'imprimer ou la compléter avec un logiciel pour signer, pourquoi pas, mais on va s'éviter énormément de manipulations qui non seulement prennent du temps, mais aussi peuvent être source d'erreurs, peuvent engorger encore une fois consommer davantage de ressources informatiques, et alors qu'avec une plateforme, eh bien, on va pouvoir directement eh bien, suivre un parcours de consentement où on va accepter le document, accepter les conditions d'utilisation de la signature électronique, etc. Voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment important, et je dirais qu'aujourd'hui, il reste encore une prise de conscience qui peut par moment faire défaut. C'est justement le fait aussi de faciliter pour les destinataires, pour les gens à qui on veut faire signer un document, eh bien, de penser plateforme de signature, c'est justement éviter aux signataires de faire toutes ces manipulations, de détacher une pièce jointe, de la ranger, de l'imprimer, de la compléter, etc. etc. Et là, il y a vraiment, je pense, un côté qui n'est pas simplement une question d'efficacité de la transaction de signature, c'est aussi faciliter la vie de ses interlocuteurs, et c'est ce qu'on met en avant chaque fois qu'on peut. C'est la signature électronique, c'est aussi quelque part faciliter la vie de vos interlocuteurs. Eh bien, voilà, ça me paraît être un point qu'il ne faut pas hésiter de rappeler. C'est aussi un moyen de faciliter la vie des gens. Voilà en quelques mots les points qui me tenaient à cœur sur le sujet de ce webinaire. Très bien, merci Monsieur Dévoré. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Pas encore, mais c'est l'occasion de rappeler que nos participants peuvent en poser à tout moment. En attendant, j'ai une petite question à poser à Monsieur Dévoré. Donc, ce que vous venez de m'expliquer, c'est que parfois, chez vos clients, cet aspect d'éco-responsabilité ou de sobriété numérique, elle est peut-être pas forcément intériorisée à tous les niveaux. Et du coup, ce que vous proposez, c'est que par le biais du modèle SaaS ou le modèle plateforme en ligne, ça soit plutôt l'éditeur qui prenne cette partie-là, l'éditeur qui est habitué à ces questions de optimisation d'espace, éviter les envois de mails, comment on peut structurer des fichiers pour avoir optimisé l'espace qu'ils prennent et récupérer des données plus facilement. C'est quelque chose qui est fait systématiquement dans le cadre du SaaS, ou c'est compris dans une offre spécifique? Alors, disons que la démarche du SaaS, il faut voir que dans le domaine de la signature électronique, il y a cet aspect un petit peu quand même service de confiance, c'est-à-dire que en fait, le SaaS n'est pas ni une fatalité, ni c'est pas une obligation, mais c'est vrai que si vous voulez faire signer des contreparties sur un contrat, eh bien, vous avez tous ces aspects liés à l'authentification des personnes. C'est-à-dire que l'utilisateur qui fait signer, lui, il sait qu'il veut faire signer telle ou telle personne, mais encore faut-il être certain que la personne qui va signer, eh bien, c'est celle qu'elle prétend être. Et donc, cet aspect d'authentification, on va dire que l'utilisateur qui fait signer, lui, il identifie son destinataire, mais la plateforme, elle va l'authentifier. Alors, ça peut être avec un OTP SMS, un OTP mail, ça peut être une authentification de la France Connect ou d'autres mécanismes, mais c'est bien la plateforme qui va se charger de faire cela. Donc, après, l'aspect documentaire et l'aspect circuit de validation et de signature de documents,
le SaaS n'est pas une fatalité et chez l'Expersona, on propose à nos clients la possibilité de conserver les documents on-premise, comme on dit, avec un gestionnaire de circuits de validation et de signature de documents qui sera chez eux et où seules les empreintes en fait seront envoyées à la plateforme en mode SaaS pour être signées électroniquement avec un certificat généré à la folie, etc. Donc, ce qui est important en revanche, c'est qu'effectivement, la plateforme, elle va jouer un rôle d'optimisation par rapport justement à cette notion de sobriété numérique. Le fait, par exemple, de pouvoir gérer des fichiers structurés, des fichiers XML, par exemple, de les présenter à l'utilisateur avec un formatage approprié, qui n'apparaisse pas évidemment comme étant un langage incompréhensible, ça c'est évidemment une responsabilité de la plateforme et de pouvoir maintenir cette notion de ce que vous signez et ce que vous voyez. Ça c'est quelque chose évidemment de très important, mais quand on y arrive, eh bien évidemment on a encore un saut important en termes d'économie, d'espace disque, de bande passante, et de calcul. Donc ça, c'est vraiment, c'est effectivement un aspect que je considère, voilà, par rapport au thème de la journée, ça me paraît être un aspect important. Très bien. Alors, on a une question venant de nos participants. C'est une question qui concerne l'Expersona directement. Nous souhaiterions savoir si vous avez mis en place au sein de l'Expersona une démarche spécifique pour, par exemple, réduire votre empreinte carbone à titre individuel ou à titre de votre société, et si vous avez pensé éventuellement à compenser une partie de ce qui n'est pas, ce qu'on ne peut pas réduire, disons. Parce qu'il y a toujours une partie qu'on ne peut pas réduire, à ce moment-là, on peut penser à compenser. Alors déjà, pour commencer, chez l'Expersona, on a déjà décidé de ne pas être les cordonniers les plus mal chaussés. Donc déjà, on a adopté nous-mêmes notre propre plateforme pour justement dématérialiser au maximum tout ce qui pouvait être important, comme tout ce qui touche au domaine RH, touche au domaine évidemment des achats, des fournitures, etc., mais aussi au niveau de tous nos processus qui sont liés à notre certification ISO 27001, donc tout ce qui est procès-verbaux, concernant tous les aspects importants de notre système, qui touchent à la sécurité de notre système d'information. Donc après, en termes de compensation, alors je ne sais pas exactement ce que ça peut, ce que ça peut recouvrir. Par contre, je voudrais encore une fois, signaler la plateforme, LexCommunity, que nous avons mis à disposition d'un nombre important d'utilisateurs, et ce nombre ne cesse de croître. On est d'ailleurs référencé aujourd'hui comme activateur sur le site francenum.gouv, et cette plateforme a pu bien, et je pense que là, il y a un véritable effet bénéfique pour tout un pan de la société, avec des utilisateurs qui peuvent dématérialiser et signer électroniquement, n'ont plus ainsi besoin de recourir soit au papier ou à des moyens informatiques qui seraient beaucoup plus consommateurs de ressources, comme je l'ai souligné dans la présentation. Très bien, merci beaucoup Monsieur Dévoré. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions parmi les participants aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on passe du coup à la conférence de clôture. Merci. Je donne la parole. Merci de m'avoir aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, merci Simon. Alors effectivement, je vais inviter mes speakers à allumer